Qui dit guerre dit forcément souffrance, que ce soit bien sûr au front comme à l'arrière. Ils étaient envahis par la crasse. Ils ne pouvaient ni se laver, ni se raser, d'où leur surnom les poilus. Ils vivaient constamment avec les rats et les poux. Les rats sont attirés par la nourriture, les ordures et souvent les cadavres. Le coût de la Première Guerre mondiale en vie humaine est inimaginable. En 1915 et 1916, on assiste de plus en plus à des désertions. Dans toutes les nations combattantes, on était en deuil. Des millions de femmes sont veuves, autant d'enfants sont orphelins. Dans les 3 années qui suivirent, Allemands, Anglais et Français déversèrent des milliers de tonnes de gaz toxiques. Le cauchemar s'achève après 4 ans de massacre. Les vies humaines ont été gaspillées sans compter, des régions dévastées. Au début du XXe siècle, l'Europe domine le monde. Les rivalités entre les grandes puissances sont multiples. Elles se disputent les derniers territoires à coloniser. La haine est forte entre la France et l'Allemagne depuis l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871. L'Autriche-Hongrie et la Russie s'opposent pour dominer les régions des Balkans, au sud-est de l'Europe. Face à ces tensions, chacun se prépare à une guerre. La course aux armements est lancée pour se protéger des attaques ennemies. 2 systèmes d'alliances sont formés. La Triple Alliance qui regroupe l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et la Triple Entente qui réunit la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Si l'un de ces pays est attaqué, les autres s'engagent à le défendre. Le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand et sa femme sont assassinés à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, accuse la Serbie d'être responsable de l'assassinat. La Russie mobilise son armée pour défendre la Serbie. L'engrenage des alliances se met en place et entraîne toute l'Europe dans la guerre. Chacune des nations se sent agressée et réagit par la force. Les mobilisations générales se succèdent, bientôt suivies par des déclarations de la guerre. Afin de ne pas avoir à se battre sur 2 fronts et vaincre rapidement la France, les Allemands appliquent le plan Schlieffen, qui consiste à attaquer par le nord en traversant la Belgique, alors que l'armée française est massée dans les régions de l'Est. Sur le front de l'Est, les Allemands se battent contre les Russes et les Serbes affrontent les Autrichiens dans les Balkans. Sur le front de l'Ouest, les troupes allemandes entrent en Belgique début août, avancent rapidement et menacent d'encercler l'armée française qui doit battre en retraite. À la fin août, les Allemands sont à moins de 50 km de Paris. Lors de la bataille de la Marne, du 5 au 9 septembre 1914, les forces françaises parviennent à stopper l'avancée allemande. Chacun tente alors de contourner l'autre en remontant vers la mer du Nord. C'est la course à la mer. À Noël 1914, les 2 armées sont face à face, de la mer du Nord aux Vosges, sur 750 km. Ici, nous avons un système de tranchées avec en première ligne les tranchées de combat qui font face aux Allemands à 10, 20, 30 mètres, parfois 100. Ces tranchées sont protégées par des réseaux de barbelés, des piquets avec des entrelacements de barbelés appelés ronces artificielles. Elles protègent mais doivent néanmoins rester ouvertes si l'on veut partir à l'assaut ou faire une patrouille. La tranchée de tir, protégée par des sacs de sable où l'on peut se mettre à l'abri tout en pouvant tirer. Se trouvent ensuite des boyaux de communication qui conduisent à la tranchée de 2e ligne, dans laquelle on trouve un abri de ligne de combat, des escaliers qui peuvent descendre jusqu'à 10, 15, 20 mètres sous terre, où les hommes pouvaient par roulement échapper au stress du combat, des tirs d'artillerie ou des bombes d'avion. Dans un recoin de ce boyau, un crapouillot, un mortier de tranchée avec autour des éclatements des traces d'obus qui ont martelé et essayé de détruire ces systèmes de barbelés et de tranchées. En 3e, 4e, des fois 5e ligne, la logistique, le soutien toujours enterré. Tranchées, boyaux de communication,
où l'on voit un poste de secours avec 2 brancardiers qui vont emmener un blessé au poste de secours. Un peu à part, le fort de Vaux ou le fort de Douaumont. Sur un promontoire, un observatoire blindé avec son filet de camouflage qui permettait à un guetteur d'observer ce qui se passait en face. Sur une partie centrale, une tourelle d'artillerie. Elle s'abaissait quand on le tirait dessus, elle montait en position de tir lorsqu'elle avait besoin de tirer, puis le canon de 155 comme il existait à Douaumont et, je crois, à Vaux. Vivre sous la terre, c'est la seule chance de survie pour les soldats montés au front. Avec sa pelle, il creuse un fossé dans le sol pour se protéger du feu de l'ennemi. Sur la ligne du front, les tranchées sont construites en zigzag. Les boyaux de communication les relient à l'arrière. Le soldat y vit 10 jours d'affilée dans des conditions atroces. Lorsqu'il ne se bat pas, il doit attendre. Attendre l'assaut, le ravitaillement, le courrier. Le bruit des bombardements et l'idée de la mort l'empêchent souvent de dormir, tandis que les rats et la boue font partie du décor. Il y a eu environ 21 millions de blessés. Les premiers soins étaient administrés dans les infirmeries des tranchées. Puis, les blessés étaient évacués vers des hôpitaux de campagne, à l'écart du front. Ils y recevaient des soins plus poussés, éventuellement une chirurgie de base, avant d'être ramenés à l'arrière. Les hommes grièvement blessés étaient renvoyés chez eux, dans des centres de convalescence. La maladie vint alourdir les pertes. Des fermes, des usines détruites, voire des églises bombardées, étaient transformées pour former des hôpitaux et soigner les blessés. Les soins étaient sommaires et les blessés souvent livrés à eux-mêmes. Au petit matin du 25 décembre, les Français et les Britanniques qui tenaient les tranchées entendirent des chants de Noël. Ils découvrirent que des arbres de Noël étaient placés le long des tranchées allemandes. Des colonnes de soldats allemands sortirent de leurs tranchées et avancèrent jusqu'au milieu du No Man's Land, où ils appelèrent les Britanniques à venir les rejoindre. Les deux camps se rencontrèrent au milieu d'un paysage dévasté par les obus, échangèrent des cadeaux. Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, chanta pour les militaires. Ce genre de trêve fut courant là où les troupes britanniques et allemandes se faisaient face. Le soldat du XIXe siècle fait place à celui du XXe siècle. En août 1914, les fantassins français portent encore les pantalons rouges Garance, devenus leur signe distinctif depuis 1829, et une capote gris de fer bleutée fermée par 2 rangs de boutons. Le pantalon est enserré au niveau des mollets par des guêtres en cuir lacé. Il est chaussé de brodequins en cuir avec semelles cloutées. Le ceinturon porte 3 cartouchières en cuir et la baïonnette dans son fourreau. Le képi à turban, garance et bandeau bleu est recouvert en campagne d'un couvre-képi bleu. L'uniforme, très proche de celui porté pendant la guerre de 1878, reste très voyant. La plupart des grandes armées européennes ont déjà adopté des couleurs discrètes pour leur tenue de campagne. En août 1915, un nouvel uniforme bleu clair est adopté. La capote retrouve un boutonnage croisé qui protège davantage les soldats. Il est muni de poches renforcées pour stocker des munitions ou des petits objets. Cet uniforme, vite appelé bleu horizon, n'est pas généralisé avant l'automne 1916. Toutes les troupes métropolitaines et coloniales perçoivent cette tenue, sauf les troupes de l'armée d'Afrique qui reçoivent des tenues de couleur kaki tirant sur le jaune moutarde. Le casque adhérent métallique commence à doter les unités à partir de septembre 1915. Il est dans les faits perçu à partir de 1916 par l'ensemble des poilus. Il se compose d'une bombe métallique de 7 ou 10 mm d'épaisseur sur lesquelles sont rivetés un cimier, une visière ou un couvre-nuque. Un insigne d'arme complète l'ensemble métallique. Le nouveau casque est peint en gris artillerie, la couleur du canon est de 75, il existe en 3 tailles et pèse entre 670 et 750 grammes. On dort très mal. Il y a des rats partout et on mange de la nourriture froide et mauvaise. Mais nous n'avons que ça pour nous nourrir. On ne se lave presque pas et nous ne pouvons pas nous raser. J'ai hâte que cette guerre se termine. Je n'en peux plus. Lorsque j'ai des moments de repos, je ferme les yeux et je me souviens de nos superbes balades au bord de la mer. Que de bonheur. Que de magnifiques souvenirs qui me font tenir le coup dans cette maudite guerre. Je t'embrasse tendrement, ma belle. Adrien. Samedi 25 mars 1916, après Verdun.
Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Continuez, battez-vous, n'abandonnez pas, jamais. Je prie tous les soirs pour vous. Je crois en vous. J'admire beaucoup votre héroïsme et le courage dont vous faites preuve. Chaque matin, j'espérais une lettre venant de toi. Ce matin, quand je l'ai vue, j'ai immédiatement espéré qu'elle soit envoyée par toi et non par un camarade m'annonçant ta mort. Alors quand j'ai reconnu ton écriture, j'étais aux anges. Mon cher époux, je m'empresse de te répondre après avoir reçu ta lettre. À chaque instant, te savoir loin de moi, avec le danger qui t'entoure, et la peur de te perdre pour toujours me font trembler. Malgré les difficultés à l'arrière, les enfants se portent bien. Je ne te cache pas que j'ai eu de la peine en voyant notre fillette s'ouvrir aux lèvres, ouvrir ses cadeaux d'anniversaire alors que pour la première fois, tu n'étais pas là. Mon travail d'infirmière est plus dur. Le nombre de blessés a doublé, ou même triplé. Certes, je peux voir beaucoup d'horreurs ici, mais contrairement à toi, ce n'est rien. La bataille de Verdun, comme disait un historien, c'est la bataille de la France, tout simplement parce que les 2/3 des soldats français qui étaient engagés à cette époque dans l'armée sont passés par Verdun, du fait d'une rotation assez rapide. Et donc, des combattants de Verdun, il y en a dans toutes les familles. Et puis, on a coutume de croire que cette bataille, elle a sauvé le destin de la France pendant la guerre. Donc, c'est une bataille menée par tous les Français pour sauver leur pays. Le 21 février 1916, les Allemands lancent une attaque massive sur Verdun, place forte dont la position est stratégique. Ils veulent s'emparer de la ville pour rompre le front français. Les Français, qui ne croyaient pas à une attaque sur ce secteur, sont pris par surprise et doivent d'abord reculer, mais résistent avec acharnement sous les ordres du général Pétain, qui fait venir des troupes fraîches par la voie sacrée qui relie Bar-le-Duc à Verdun. Pendant 300 jours, c'est l'enfer. Des millions d'obus sont tirés par les artilleries des deux camps. Dans la boue et sous un déluge de feu, les soldats vivent un calvaire, se cachent dans les trous d'obus, souffrent de la faim et de la soif. La bataille est si acharnée qu'il est impossible d'évacuer les morts qui sont laissés à l'abandon sur le champ de bataille. Les deux armées attaquent et contre-attaquent sans cesse les mêmes positions stratégiques autour de la ville. En décembre, les Français ont repris le terrain perdu. Lorsque la bataille s'achève, on compte plus de 300 000 morts et 400 000 blessés. Afin de soulager l'armée française, les Britanniques lancent une grande offensive dans la Somme. Après une semaine de bombardement, l'infanterie attaque le 1er juillet et perd 58 000 hommes, tués ou blessés par les mitrailleuses allemandes. Après 4 mois et demi de combat, le terrain conquis n'est que de 12 km, alors qu'on compte 1 200 000 morts, blessés et disparus. Le paysage est complètement dévasté, on ne peut vraiment pas imaginer tout ça. Effectivement, il ne reste vraiment plus rien que des stèles qui marquent en fait le nom des différents endroits qui étaient à l'origine, donc comme par exemple l'école, la boulangerie, une ferme.
Et il y a une église, mais c'est pas l'église d'origine, hein, c'est une église qui a été reconstruite pour le respect de la mémoire des gens qui ont vécu ici. Alors dans le village dévasté de Fleury, on constate qu'il reste que des pierres, donc uniquement des ruines. Oui, c'est triste de voir un village dont la nature a été complètement dévastée. Il reste seulement des pierres maintenant. Sincèrement, sur le coup, non, on ne pense pas que ça provoque autant de dégâts, mais en constatant sur place, c'est impressionnant que la guerre ait pu provoquer autant de dégâts sur la nature. On entend effectivement les annonces de nombre d'obus qui sont tombés au même endroit et donc qui ont fait que les corps ont été enterrés, déterrés. Donc on imagine effectivement que c'est un paysage assez lunaire. Donc même chose, un paysage forcément totalement dévasté. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est la marche dans les tranchées. Il restait quand même de l'eau, donc sûrement pas grand-chose à côté de ce que les soldats avaient senti. Et puis nous, on a le premier réflexe du brave citadin, se dire « oh là là, je vais salir mes chaussures ». Et l'instant d'après, on a honte parce qu'on se dit les soldats, eux, ils avaient les obus qui pleuvaient sur eux, la peur au ventre, de la boue partout. Donc effectivement, on se rend compte qu'ils vivaient dans des terriers, quoi. C'est horrifiant. Je ne crois pas, parce que le sol a été beaucoup trop travaillé. Ça fait déjà quand même une centaine d'années maintenant, et la terre porte toujours les stigmates. Et je dirais même que je pense que quelque part, c'est pas souhaitable, parce que les gens ont toujours besoin de voir des choses pour croire que les événements qu'on leur raconte ont existé. Et justement, le témoignage du paysage, lui, c'est bien qu'il reste, quoi. Les gens vont mourir, mais au moins le paysage va rester avec les preuves de ce qui s'est passé. Hippolyte de Beaune, le seul Diepois fusillé pour l'exemple. C'était un soldat de 2e classe qui a participé les 10 et 11 août 1916 à Nozoncourt dans les Vosges à une révolte au cours de laquelle il a insulté et menacé ses supérieurs. Le 23 août 1916, il est condamné à mort par le Conseil de guerre. Son recours en grâce est rejeté le 8 octobre 1916 et il est fusillé en Belgique le 17 octobre 1916, il avait 27 ans. Actuellement, de nombreuses personnes militent pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de 14-18. Gaston Biron avait 29 ans en 1914. Pendant plus de 2 ans de guerre, Gaston, qui ne cessait d'écrire à sa mère Joséphine, avait attendu en vain une permission qui ne venait pas. Et puis le grand jour vint, malheureusement chargé d'une épouvantable déception. À l'arrière, il arrivait que le spectacle de ces poilus arrachés à leurs tranchées dérange. Gaston était le seul fils d'une famille de 7 enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie, après sa disparition, blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. L'année 1917 est décisive. Face aux attaques de leurs navires par les sous-marins allemands et au risque de perdre l'argent prêté aux Alliés, les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. Les bolcheviks, des révolutionnaires menés par Lénine, prennent le pouvoir en Russie en octobre 1917. Très vite, ils négocient un armistice avec l'Allemagne pour concentrer leurs forces dans la guerre civile qui divise leur pays. La France perd un allié de poids et l'Allemagne peut concentrer ses forces sur le front ouest. Le 21 mars 1918, l'Allemagne lance une gigantesque attaque sur le front ouest afin de battre la France et l'Angleterre avant l'arrivée des troupes américaines. L'offensive les conduit jusqu'à 64 km de Paris. Mais l'Allemagne est épuisée par son effort de guerre et par le blocus maintenu par les Alliés qui l'a pris de tout approvisionnement extérieur. Assurés d'une écrasante supériorité numérique avec l'arrivée des Américains et profitant d'armes nouvelles comme le char d'assaut, les forces alliées repoussent les Allemands qui contre-attaquent. Les alliés de l'Allemagne s'écroulent les uns après les autres face aux offensives de l'été 1918. Le char mis au point par les Britanniques, d'où le nom tank, fut une grande innovation.
Si le tank anglais entra en action en septembre 1916, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Il fallut attendre novembre 1917 pour qu'ils deviennent opérationnels. Une armée de chars parvint à écraser les barbelés, à franchir les tranchées ennemies et à couvrir l'avancée des fantassins. Les chars jouèrent un rôle dans les offensives des Alliés tout au long de l'année 1918. Isolée et difficultée, l'Allemagne connaît de plus une révolution à l'intérieur de ses frontières. L'empereur doit quitter le pouvoir et les dirigeants de la nouvelle République allemande demandent l'arrêt des combats. L'armistice est signé à Rotonde dans le wagon du maréchal Foch, le chef des armées alliées. Il met fin à 52 mois de guerre le 11 novembre 1918 à 11h. La conférence de la paix s'ouvre à Paris en janvier 1919 sans que les États vaincus y soient invités. Chacun de ces vainqueurs défend ses propres intérêts tout en punissant les vaincus. Les grands empires allemands, austro-hongrois et russes disparaissent. À leur place, les 9 États sont créés ou réapparaissent en Europe. L'Empire ottoman se réduit à la Turquie et perd de nombreux territoires. L'Allemagne sort de la guerre affaiblie et humiliée par le traité de Versailles. Elle est déclarée responsable de la guerre et condamnée à payer de lourdes réparations aux vainqueurs. Elle perd une partie de son territoire et de ses colonies. Son armée est réduite. Les lendemains de la guerre sont amers. Les besoins de revanche et de vengeance mènera à la Seconde Guerre mondiale. Une immense fosse commune. Voilà où on nous avait mis. Des morts, des anciens et des encore chauds. La voilà la curiosité. La Première Guerre mondiale dans toute sa splendeur. 35 pays participants, de près ou de loin. Tu veux des chiffres? Une comptabilité historique? Pour l'avenir, 10 millions de morts. Combien d'années d'espérance de vie ensevelies à jamais dans la boue? Combien d'orphelins, de mutilés et de veuves? Rien qu'en France, 930 hectares de cimetières militaires. De la bonne terre pour la betterave, mais seulement des croix qui poussent en surface. Si tous les morts français défilaient en rang, par 4 pour le 14 juillet, il ne faudrait pas moins de 6 jours et 5 nuits avant que le dernier ne nous montre sa face livide. 11 départements, 2907 communes, 485 600 hectares de forêt, 1 923 000 hectares de terres cultivables dévastées, 794 040 maisons et immeubles, 9 332 usines, 58 964 km de route et 8 333 ouvrages d'art détruits, soit 71 millions de mètres cubes de déblais. 330 millions de mètres cubes seraient nécessaires pour combler les tranchées des 780 km de front. Et le coût, canons, obus et autres saloperies, 2500 milliards de francs d'or. Pour ce prix, chaque habitant de l'Europe, sans compter les Russes, aurait pu recevoir une petite maison de 4 pièces. Mais tu sais, les chiffres. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est chaque citoyen doit se souvenir de ce qui s'est passé dans son pays, se remémorer les morts qu'il y a eu pour sauver le pays, les guerres. Ça consiste à transférer aux plus jeunes générations l'histoire récente surtout de notre pays et le sacrifice de tous les hommes qui sont morts pour défendre nos valeurs de liberté, de démocratie et surtout éviter de recommencer les erreurs qui ont été commises et qui ont amené les peuples, y compris à l'intérieur de l'Europe, à s'affronter. Moi, ça m'évoque une période sombre, une période très sombre, une période tragique, triste, et ça m'évoque de la peur. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est le devoir d'un citoyen à se remémorer le passé de son pays et tous ses événements. Il faut savoir pourquoi nous sommes ici, en face d'une caméra, et pourquoi on s'explique. C'est grâce à qui? C'est grâce à ceux qui, autrefois,
se sont levés pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Voilà le devoir de mémoire que nous devons respecter. Et à l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, ceci est absolument extraordinaire de pouvoir remettre en mémoire le sacrifice de nos anciens. On ne peut pas avancer dans une société, on ne peut pas construire une société si on n'a pas conscience de là où on vient et donc du passé. Et le devoir de mémoire, c'est d'abord ça, c'est de savoir d'où on vient. L'histoire, elle a provoqué des fois des horreurs, souvent même. Et une guerre, c'est des morts, c'est des civils meurtris, c'est des villages détruits. Et quelquefois, on a le sentiment que si on ne prend pas garde, l'histoire peut bégayer. Et donc, le devoir de mémoire, c'est faire en sorte de comprendre ce qui a conduit à une guerre pour cultiver la paix et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, beaucoup de souffrances. Et c'est surtout la bravoure des soldats qui se sont battus pour la nation, qui est restée, je pense, dans la mémoire. La Première Guerre mondiale, la première guerre industrielle où on a commis des crimes de masse, grâce d'un côté aux nouvelles armes qui ont permis de faire un nombre de victimes particulièrement élevé, comme lors de la bataille de Verdun, et puis avec le premier génocide, celui subi par les Arméniens en 1915. Les dates 14-18 sont le premier conflit mondial, ce qui nous rappelle aussi le conflit arménien, les poilus, les morts pour la France. Ça évoque vraiment une boucherie, avec l'apparition des nouvelles armes, les armes modernes. Donc beaucoup de morts en un minimum de temps. Verdun, effectivement, c'est la guerre de position, c'est l'artillerie. Ce qui m'a frappé, c'est la voie sacrée. C'est-à-dire le fait qu'on arrive à alimenter une bataille, qu'on arrive à amener des hommes, la nourriture, le ravitaillement, des obus, des munitions, pendant pratiquement jour et nuit, pendant effectivement des semaines. Là, c'est véritablement la guerre totale, c'est une guerre industrielle, première guerre moderne. Voilà. Pour moi, oui, c'est vraiment l'exemple de vie sacrifiée, de massacre comme on a pu en voir tout au long des 4 années de guerre. Et voilà, des hommes qu'on envoyait à l'offensive pour au final ne pas avancer vraiment et ne pas gagner de territoire, des vies brisées.